Bonjour et bienvenue sur No Limit Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de racines de confiance avec Florent Chabot. Bonjour Florent. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributrices et les contributeurs No Limit Sécu sont Jamila Boutmer. Bonjour. Et Hervé Schauer. Bonjour. Alors Florent, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Oui, donc Florent Chabot, je suis Chief Product Security Officer en bon français, responsable de sécurité produit chez Eviden. Alors Eviden, vous connaissez sans doute pas, parce que c'est le nouveau nom d'un business Atos qui regroupe tout ce qui est cloud, big data, cyber security. Donc toutes ces activités-là ont été regroupées dans la perspective d'une scission dont on a beaucoup parlé dans la presse, mais dont on ne parlera pas aujourd'hui. Merci Florent. Alors quand on parle de racines de confiance, on parle de quoi ? Alors une racine de confiance, c'est essentiellement une source de confiance cryptographique qu'on va essayer de sécuriser le plus possible et qui va permettre de bâtir d'autres fonctions de sécurité. Historiquement, on a tous des fonctions de racines de confiance dans le portefeuille. On a des cartes à puce, on a des téléphones, et sur la base de ces éléments-là, on va bâtir la confiance dans le système bancaire, dans Google, dans d'autres activités. Et donc la partie racine de confiance qui nous occupe chez Eviden, c'est celle qui va nous permettre de sécuriser des infrastructures informatiques et notamment des supercalculateurs, des serveurs contre un certain nombre d'attaques qui peuvent être produites sur ces serveurs. Mais aujourd'hui, le TPM, c'est pas notre racine de confiance aujourd'hui ? Alors c'est une racine de confiance qui existe effectivement dans pas mal de serveurs et d'ordinateurs. C'est une source qui est relativement ancienne, qui date du début du siècle, on va dire, qui a pris la suite d'une initiative un peu moins favorable au niveau US. Les anciens se souviennent du Clipper Chip, qui était une petite racine de confiance de la NSA, qui était effectivement de confiance et qui était annoncé comme étant pas de confiance pour la NSA. Enfin, en tout cas, la NSA avait toutes les clés nécessaires et c'était transparent, c'était dit. Donc le TPM est arrivé derrière pour corriger la mauvaise impression du Clipper Chip. Et c'est sur la base du TPM, effectivement, qu'on va bâtir la sécurité d'un certain nombre de systèmes d'exploitation et essayer de sécuriser certains firmware. Après, Oui. Et alors, alors justement, quelles sont les limites ou les problèmes que pose le TPM qu'on a connu ? Alors, le TPM, d'abord, il ne couvre pas toutes les menaces qu'on peut avoir sur un PC. Il est aussi esclave quelque part du système d'exploitation, c'est-à-dire que c'est le système d'exploitation qui va piloter le TPM et qui va en tirer parti ou non. Et s'il peut servir de racine de confiance, il est plutôt esclave dans un environnement hardware. Donc c'est pas quelque chose qui va permettre de contrôler l'intégralité d'une carte mère, par exemple, de façon proactive. Donc c'est quelque chose qui va, pendant la séquence de boot, s'assurer que les différentes mesures successives des firmware sont correctes, et puis à la fin va pouvoir indiquer au système d'exploitation, a priori, c'est bon. C'est quand même une source de confiance, c'est quelque chose qui est utilisable. Après, celui qui met ses racines de confiance, ses clés cryptographiques dans le TPM, c'est le fabricant du TPM, et quelque part, on lui fait une certaine forme de confiance en utilisant son TPM. Alors, tu as décrit ce que ça faisait, notamment lors du boot, mais est-ce qu'on pourrait revenir sur ce que c'est un TPM ?
Alors, un TPM, c'est un coprocesseur cryptographique qui contient un certain nombre de fonctions crypto, notamment de signature, d'attestation. C'est quelque chose qui va contenir aussi des clés privées et puis des clés publiques de fabricants, et qui va pouvoir vérifier des informations qui lui sont soumises. Voilà. Et c'est essentiellement quelque chose qui va permettre, par exemple, de stocker les clés d'un BitLocker, d'un système de chiffrement de couche basse. Et c'est quelque chose qui va, de cette façon-là, servir de sanctuaire ou de coffre-fort pour ces données cryptographiques. Et aujourd'hui, il y a des fabricants, enfin, il y avait à l'époque du TPM des fabricants européens. Alors, il y a des fabricants européens, il y a des TPM Philips, il y a des Infineon. Et dans la même lignée de ce que vient de demander Hervé, est-ce qu'il y a une notion de souveraineté associée justement à cette fourniture de racines de confiance? Alors, pas tellement. Oui, il y a une notion de souveraineté au sens où quand on utilise ce type de composants, c'est qu'on veut bâtir des fonctions de sécurité dessus, et comme ce sont des racines de confiance pour ces fonctions, il faut avoir, par définition, confiance dans le fournisseur, confiance dans ce qu'il a réalisé. Si on parle de souveraineté et qu'on veut bâtir des fonctions de sécurité souveraines, il est important d'avoir dans ces racines de confiance une confiance accrue, parce que c'est là-dessus qu'on va pouvoir bâtir les fonctions de sécurité souveraines. Donc oui, il y a une notion de souveraineté dès lors que ce type de fonction root of trust, c'est quelque chose qui n'est pas unique, ne fonctionne pas simplement dans son coin, mais sert à bâtir d'autres types de fonctions sur la base de cette racine de confiance. Alors tout à l'heure, tu parlais d'attaques. Quelles sont les attaques dont on peut se prémunir avec une racine de confiance? Alors, d'abord, il faut bien voir qu'il y a, encore une fois, plusieurs types de racines de confiance. Ce qui va nous intéresser chez Eviden, comme je le disais, c'est tout ce qui est serveur. Dans un serveur même standard, même dans un serveur d'entreprise encore plus parce qu'ils sont plus complexes, et dans un supercalculateur ils sont encore plus complexes, il y a littéralement des dizaines de firmware, des dizaines de bouts de logiciels qui sont embarqués pour faire tourner le calculateur, et qui vont gérer différentes opérations, qui vont gérer le réseau interne de la machine, qui vont gérer l'alimentation électrique de la machine, qui vont gérer le refroidissement de la machine quand on parle d'un supercalculateur. Et toutes ces fonctions sont critiques pour la disponibilité de la machine. Donc du coup, on doit garantir une intégrité à ces fonctions, donc garantir qu'elles fonctionnent bien, qu'elles ne sont pas perturbées. Et quand on pense au niveau attaque, tout ce qui va pouvoir altérer le fonctionnement de la machine est une attaque potentielle qu'on veut contrer. Donc une racine de confiance matérielle dans un supercalculateur, ça va consister à essayer de garantir que quelles que soient les attaques qu'on peut avoir, les attaques mémoire, les attaques, les direct memory access, enfin tout ce qui va en fait contourner les dispositifs de sécurité classiques, on va quand même pouvoir non pas forcément les empêcher immédiatement, mais au moins récupérer l'intégralité de la plateforme. Et ça, c'est, je dirais, le but d'une racine de confiance matérielle de niveau firmware, de niveau hardware, c'est de se dire, je mets dans mon matériel cette racine de confiance, je la maîtrise, elle est entre guillemets souveraine, en tout cas pour nous en tant que vendeurs et en tant que fabricants, et on va pouvoir régénérer tous les firmware de la machine, les réinstaller, quel que soit le niveau de compromission qu'on a pu avoir au niveau software, au niveau des mémoires, au niveau de cette machine. Et c'est en cela que la racine de confiance en tant que telle, elle est
pas suffisante, c'est l'intégralité des processus et des sécurités qu'on va rajouter, qu'on va bâtir sur cette racine de confiance matérielle, qui va permettre de récupérer une machine, d'évincer des formes d'attaques évoluées qu'on peut voir en ce moment sur l'UEFI, sur encore une fois les attaques DMA, les attaques par sonde, ce genre de choses. C'est cette racine immutable, enfin qui est intègre et qu'on ne peut pas changer, qui va nous permettre derrière de rebâtir la sécurité de quelque chose qui pourrait avoir été potentiellement compromis. Immuable. Immuable, merci. Et du coup... Oui, parce que... Vas-y, Jenny. Pardon. Et du coup, est-ce qu'il ne faut pas des utilisateurs assez avertis et matures pour ce genre de dispositif? Parce que ça nécessite d'avoir fait tout un travail en amont, savoir quoi sécuriser, pourquoi, comment. Alors, c'est une très bonne question. En fait, ceux qui doivent être matures, ce sont les fabricants, plus que les utilisateurs. C'est-à-dire que la racine de confiance d'une plateforme matérielle, c'est quelque chose qui va sécuriser le boot de la machine, c'est quelque chose qui va sécuriser la mise à jour firmware de la machine, et quelque part, ça va être totalement transparent pour l'utilisateur. C'est-à-dire que l'utilisateur, il va simplement pouvoir contrôler dans sa séquence de boot qu'il y a des vérifications de signature. Mais quelque part, ça va pas changer le comportement de sa machine, ça va pas changer sa façon de mettre à jour ses firmware. Alors, sauf si l'utilisateur a l'habitude de faire des bêtises avec sa machine. C'est-à-dire que si effectivement il a l'habitude de router son device, hein, comme on a pu le voir sur les téléphones mobiles, il fut un temps. Hein, la grande mode, c'était d'avoir son iPhone routé ou son Android routé pour pouvoir mettre ses logiciels à soi. Si on a ces habitudes-là, évidemment, la racine de confiance, la root of trust, elle va typiquement empêcher ce genre de comportement. Elle va rejeter les firmware qui sont pas signés. Elle va détecter une altération d'une séquence de boot au moment du boot. Et on peut se retrouver dans une situation où effectivement le device ne boot plus parce qu'en fait on a cassé la séquence de boot. Mais dans un usage normal et légitime de la machine, il n'y a pas d'impact et il n'y a pas de différence de fonctionnement de la machine. Alors, en lien avec ces racines de confiance, on parle de Trusted Execution Architecture. Mm-hmm. Donc là, on a parlé de TPM, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre en fait dans ces architectures? Alors, le TPM, encore une fois, c'est juste un composant parmi d'autres qui peut faire une racine de confiance. Une TEE, un Trusted Execution Environment, c'est une autre fonctionnalité hardware qu'on va trouver sur certains CPU et qui va permettre d'isoler au niveau du CPU la zone, je dirais, standard du système d'exploitation d'une zone trustée qui va être sécurisé par le hardware et qui va avoir des accès privilégiés à un certain nombre de ressources. Donc ce Trusted Execution Environment va être protégé par des mesures matérielles, par des mesures de sécurité matérielle de l'activité du système d'exploitation. Donc on a sur pas mal de CPU ce type de fonction qui permet de faire exécuter en parallèle du système d'exploitation et de façon non contrôlable par le système d'exploitation, des fonctions qui vont contrôler, là encore, le firmware, contrôler un certain nombre d'activités et qui vont être beaucoup plus riches que simplement les fonctions cryptographiques qu'on va pouvoir trouver dans un TPM. À titre d'exemple, il y a des implémentations de TPM firmware qui peuvent tourner dans les exécutions, les Trusted Execution Environment de CPU comme AMD ou Intel ou d'autres. Donc ces zones-là sont
privilégiés et doivent servir à sécuriser le système d'exploitation. Pour le moment, on est sur quel taux d'adoption de ce genre de techno du coup, et est-ce qu'en matière réglementaire ou de disposition, que ce soit national, européen ou international, est-ce que tout le monde va dans ce sens-là? Est-ce qu'il y a une forme de standardisation par rapport à cette approche? Alors, il y a effectivement une tendance lourde qui va dans ce sens-là. D'abord, je dirais à tout seigneur, tout honneur, avec les nouveaux systèmes d'exploitation de Windows, Windows 10, Windows 11, en gros, Windows va chercher un TPM sur la plateforme et s'il n'y a pas de TPM, on peut le faire booter, mais ça nécessite justement de configurer. Donc, de façon native, le système d'exploitation va chercher à exploiter une racine de confiance pour sécuriser le BitLocker, sécuriser un certain nombre de choses sur la plateforme. Donc, c'est clairement quelque chose qui est vraiment dans les PC maintenant. Mais bien avant ça, je vous parlais des iPhones routés. C'est plus vraiment possible actuellement de router un iPhone ou un Samsung, pour reprendre un autre fabricant de smartphones, parce que ils ont implanté des racines de confiance dans leurs équipements. Ils ont implanté des exécutions d'environnement de confiance, et du coup, c'est quelque chose que vous utilisez tous les jours sans le savoir. En tout cas, si vous utilisez un téléphone standard, et vous bénéficiez de ces fonctions-là dans vos équipements. C'est aussi quelque chose qui est qu'on voit dans les décodeurs télévision, de télévision, les décodeurs type Canal+, les gateways, tout ce qui est modem. C'est aussi des choses qui sont intégrées là-dedans pour, là encore, renforcer la sécurité du matériel. Et par rapport à la question de la standardisation, il y a un standard un peu de fait qui a essayé de définir les différentes fonctions relatives à cela, qui est fourni par le NIST, par l'organisme de standardisation américain, qui s'appelle Platform Firmware Resiliency Guidelines. Donc c'est pas vraiment un standard, c'est des recommandations, mais qui définit bien les différents niveaux de sécurité qu'on peut attendre, avec des notions donc de racines de confiance, de chaînes de confiance, et comment cet ensemble de racines de confiance et de chaînes de confiance va permettre d'assurer un certain niveau de sécurité défini pour une plateforme, qui va de la plateforme protégée, donc en gros qui va s'arrêter de fonctionner si elle n'est plus intègre, à la plateforme recoverable, qui va permettre d'être réparé s'il y a un problème. Et puis le niveau ultime, c'est ce qu'ils appellent la plateforme résiliente. Alors là, c'est la plateforme dans laquelle il faut vraiment avoir confiance, parce que si elle détecte quelque chose, elle va automatiquement se réparer en appliquant les fonctions de sécurité qu'elle embarque. Voilà. À titre personnel, je préfère m'arrêter au niveau recoverable, parce que si s'est passé quelque chose de pas bien, j'ai pas envie que la machine se mette à se réparer toute seule. J'ai envie d'analyser ce qui se passe. Maintenant, il faut bien voir qu'en fonction de l'usage, il peut y avoir des situations où on a envie effectivement que la plateforme soit résiliente et s'auto-répare. C'est quelque chose qui, dans certaines fonctions critiques, peut être utile. Mais comment ce projet est né? C'est-à-dire que c'est en développant des serveurs un peu haut de gamme, ou des serveurs qui sont destinés aux infrastructures de cloud. À quel moment Eviden s'est dit il me faut absolument ma propre racine de confiance matérielle? Alors c'est une bonne question. En fait, c'est le besoin qui est apparu, c'est effectivement un besoin de sécurité firmware, donc de garantir l'intégrité de la plateforme firmware. Il se trouve que Eviden est l'un des spécialistes mondiaux, on peut s'en réjouir, des supercalculateurs. On a encore de très beaux restes en France dans ce domaine, avec historiquement Bull. Et du coup, sur une plateforme de type HPC, donc High Performance Computing, il se trouve qu'on a une très grande complexité
beaucoup de lames de calcul différentes, beaucoup de composants différents, et qu'il fallait une approche qui soit accessible à tous ces composants qui forment un supercalculateur, qui sont encore une fois compliqués, et qui nous permettent d'assurer la sécurité, mais sans avoir besoin de rajouter des composants dans la plateforme. Alors, pourquoi sans avoir besoin de rajouter des composants? Parce qu'encore une fois, un supercalculateur, c'est fait pour la performance. C'est de la haute couture par rapport aux tout derniers CPU qui sortent des vendeurs de CPU. Et que si vous arrivez en disant, tiens, je voudrais un TPM dans une lame de calcul, il n'y a pas la place. Ou s'il y a la place, il faut déplacer le CPU, recalculer comment les flux thermiques changent dans la carte, et ça génère immédiatement beaucoup de complexité industrielle. Et il se trouve que toutes ces lames avaient en commun d'avoir ce qu'on appelle une BMC, donc un Baseboard Management Controller, qui est en fait un petit SoC avec un cœur un cœur ARM, qui sert à gérer justement la plateforme matérielle, qui sert à la manager à distance, qui sert à configurer les firmware, etc. Et donc on s'est dit que assez naturellement, cette BMC qui est présente justement, c'est le point commun un petit peu à toutes nos lames, c'est le point qui apparaît dans tous ces équipements. Elle avait un rôle naturel à jouer de racine de confiance pour la plateforme. Et on s'est donc posé la question, comment transformer cette BMC qui est au départ une sorte de petit esclave de l'administrateur pour mettre en route la distance la machine, comment lui donner plus d'importance et notamment plus d'importance au plan de la sécurité. L'intérêt de cette BMC pour nous, c'est que c'est quelque chose qu'on sait maîtriser, parce que c'est basé, la partie operating system, c'est de l'open source, c'est de l'open source Linux, ça s'appelle OpenBMC, donc c'est des composants qui sont connus et maîtrisables. Et puis, comme on avait sur ce SoC un cœur ARM, il se trouve que ce système d'exploitation on-chip avait, avec le cœur ARM, un certain nombre de fonctions matérielles qui étaient utilisables pour constituer la racine de confiance qu'on voulait fabriquer. Donc, un coprocesseur cryptographique embarqué, des fonctions pour avoir un Trusted Execution Environment, et donc on a bâti notre architecture de racine de confiance en partant de cet élément-là, de façon à pouvoir ensuite sécuriser l'ensemble des firmware de la carte, et ce de façon indépendante. Ça, c'était aussi important pour nous, des CPU, puisque on est fabricant, mais pas sur un seul type de CPU. On a la particularité de savoir construire des machines HPC avec des CPU Intel, des CPU AMD, des CPU Nvidia. On n'est pas mono fournisseur en termes de CPU. Et donc, il nous fallait cette solution qui nous permette d'être agnostique par rapport aux CPU. Et surtout, vous n'avez pas nécessairement une confiance absolue dans les CPU que vous allez utiliser. Donc là, on va pouvoir utiliser en toute confiance un serveur haute performance avec des CPU dont finalement on n'a pas la maîtrise du code du CPU. Alors, on a clairement... C'est un peu ça ou oui, il y a aussi ça. Il y a aussi le fait effectivement qu'on n'a pas forcément la maîtrise complète du CPU d'une machine. Après, quand on fabrique des supercalculateurs, ça donne aussi un niveau de connaissance sur les CPU qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on exploite ces processeurs aux limites. Donc on peut trouver des bugs de ces processeurs. On est sur des niveaux de performance qui sont rarement utilisés dans les serveurs d'entreprise classiques. Et donc ça permet justement quelque part d'avoir plus confiance dans certains CPU par rapport à d'autres. Alors là, je ne citerai pas de nom,
mais en fonction du mode d'utilisation, de la façon dont ils réagissent, ça peut donner une indication sur la fiabilité d'un processeur par rapport à un autre. Quand tu parles de confiance dans un CPU, en fait, quels sont les risques potentiels? Les risques potentiels, On a déjà vu l'exécution spéculative qui permettait de se mettre au milieu de là où on ne devrait pas. Oui, il y a ça, mais j'ai envie de dire que tous les CPU ont ce type de faiblesse. C'est inhérent à la façon dont un CPU fonctionne. Il est très difficile d'interdire complètement les side channels, enfin les attaques par canaux auxiliaires sur un CPU, parce que CPU il est générique par définition, c'est quelque chose qui doit fonctionner de façon générique, et il est partagé entre différentes ressources. Et les spéculatives, les attaques spéculatives comme les attaques Spectre ou Meltdown, c'est des attaques qui tirent parti du fait que le CPU, pour être performant, il va essayer d'anticiper ce qui va se passer. Parfois ça marche, parfois ça passe pas, ça marche pas. Et donc, si on est dans certaines conditions, c'est-à-dire si typiquement on a un processus cryptographique qui se déroule dans le CPU en parallèle de notre programme malveillant, et qu'on sait jouer avec ces aspects d'exécution spéculative, on va essayer de récupérer de l'information sur l'autre processeur cryptographique, l'autre processus qui fait une opération de cryptographie, et puis essayer de récupérer la donnée secrète qui est sous-jacente. C'est à peu près le seul cas où on peut avoir un intérêt à ce genre d'attaque. Maintenant, si on veut s'en prémunir, on peut aussi essayer d'utiliser les fonctions cryptographiques du CPU, puisqu'il embarque aussi des fonctions cryptographiques. Et puis là, du coup, on tombe moins dans le risque des exécutions parallèles et spéculatives des CPU. Donc, c'est typiquement ce genre de menace qui est pas le plus prégnant. Le plus prégnant, c'est plutôt si vous utilisez justement des fonctions de sécurité qui sont embarquées dans le CPU, est-ce que vous avez confiance dans ces fonctions, et notamment les fonctions cryptographiques, notamment les fonctions de génération d'aléas? Si vous utilisez ces fonctions-là, est-ce que vous avez confiance dans ces fonctions, ou est-ce qu'elles peuvent être altérées? Ça, c'est quelque chose qui est plus délicat à gérer. Et donc la racine de confiance permet de s'assurer que ces process seront intègres, ou bien elle prend le relais et elle réalise elle-même ses opérations? Alors, il faut la voir comme quelque chose qui va être indépendant des fonctions du CPU. Et donc, c'est un contrôle indépendant de ce que va pouvoir faire le CPU. Ça, rien ne vous interdit d'activer le Intel Boot Guard ou l'équivalent d'AMD, qui est le Secure Boot d'Intel. Vous avez tout à fait la possibilité de le faire. Et si vous voulez un surcroît de confiance, vous pouvez aussi essayer de vérifier par vous-même que le début de la séquence de boot n'a pas été modifié. Ce qui vous garantit que si un jour il y a un bug ou autre dans le CPU, et que le CPU se met à vouloir booter quelque chose qui n'est pas ce que vous avez signé vous, vous allez le voir. Et vous allez peut-être éviter d'allumer le CPU dans ce cas-là. Voilà. C'est typiquement le genre de fonction qu'on peut rajouter, une fonction de sécurité, de confiance, qui va permettre, dans une certaine mesure, de limiter les degrés de liberté qu'un processeur ou que d'autres composants dans le système peuvent avoir. Dans le cadre des architectures Zero Trust, ça apporte quoi les racines de confiance matérielles? Alors, il y a le Zero Trust, c'est un très beau mot marketing. Il y a plein de racines de confiance en fait dans le Zero Trust. C'est que le Zero Trust ne marche qu'avec des racines de confiance. Ce que fait un opérateur Zero Trust, c'est qu'il va justement faire des mesures un petit peu de différentes sources qui ont leurs propres racines de confiance, et puis il va calculer une sorte de niveau de confiance sur une opération donnée.
Donc typiquement, si vous avez si vous avez un captcha Google, par exemple, le captcha Google, c'est du zéro trust. Hein. Il va capturer votre écran d'ordinateur, il va regarder ce que vous avez ce que vous avez comme device, il va récupérer tout ça et puis donc il va dire oui c'est bien vous ou bien non c'est une machine, c'est un automate et c'est pas un utilisateur humain qui est en train de se connecter. Mais là qu'est-ce que vous faites? Vous faites confiance en fait à Google pour vous dire ça. Donc le zéro trust, c'est avoir en fait jamais confiance dans vos employés, mais confiance dans celui qui vous dit que c'est bien vos employés. Donc parfois on peut se poser la question, est-ce que c'est pas l'employeur qui doit avoir le plus confiance dans ses employés que l'inverse? Et de toute façon, on bâtit cette sécurité zéro trust sur des racines de confiance. Alors peut-être avant de parler des aspects de souveraineté, tu expliquais donc les racines de confiance se retrouvent sur les HPC, sur des PC également. Tu parlais de décodeurs. Est-ce qu'on retrouve ça sur les téléphones? Est-ce qu'on retrouve ça sur d'autres équipements? En fait, on peut mettre une racine de confiance. On peut mettre une racine de confiance sur à peu près n'importe quoi. Moi, j'en mettrais sur les missiles aussi. Hein. Je prendrais mon joker par rapport à ça. Dans tout ce qui est IoT, on peut avoir des racines de confiance. Dans tout ce qui est équipement exposé à des menaces d'attaque physique ou ce genre de choses, c'est là où c'est intéressant parce que en fait la racine de confiance est ancrée dans le matériel et elle a une sécurité matérielle qui est normalement difficile à contourner. Donc, quand on a un équipement qui est potentiellement exposé à un niveau de menace où le hacker c'est celui qui est derrière son écran et qui va prendre l'ordinateur et qui va essayer de le hacker, qui a un accès physique à l'équipement, et là on a vraiment besoin d'une racine de confiance et aussi d'un environnement d'exécution de confiance pour en fait pouvoir se garder un sanctuaire difficile d'accès, faire de la défense en profondeur sur cet équipement pour éviter, encore une fois, que l'équipement soit intégralement compromis. Est-ce qu'on peut résumer le TEE, donc Trusted Execution Environment, comme quelque chose qui permet de s'assurer que même s'il y a un malware qui est sur la machine, l'exécution ne sera pas de ce malware ne pourra pas compromettre l'exécution du process qui est protégé? Alors, c'est pas tout à fait vrai parce que il faut être factuel. Si vous avez sur votre machine tout un ensemble d'applications qui vont tourner au niveau de l'OS, au niveau du web, une web application, quelque chose, etc., vous avez toujours la possibilité d'avoir un malware qui va s'exécuter sur cette machine. Ce qu'on veut essayer de garantir, c'est que même si ce malware fait des évaluations de privilèges successives jusqu'à être système sur la machine, jusqu'à avoir tous les droits logiciels sur la machine, il va quand même lui rester quelque chose qu'il ne va pas pouvoir faire, c'est empêcher la machine lors du reboot de détecter quelque chose et flasher un firmware qui sera pas signé. Voilà. Donc c'est ça qu'on essaye de garantir. Et évidemment, c'est pas la panacée, ça couvre pas toutes les menaces. C'est plus quelque chose qui va avoir un intérêt dès lors que on a à prendre en compte ce type de menace où on veut pouvoir garantir que, quelle que soit l'exposition qu'on a subie, et Dieu sait qu'on est exposé à quand même pas mal de menaces, on a cet élément de confiance qui nous permet de rebâtir la confiance dans l'équipement une fois qu'on a compris ce qui s'était passé. Et alors, moi j'ai la chance de connaître le groupe Bull, Evidian, Atos, etc. depuis longtemps. J'ai aussi la chance d'avoir travaillé sur des ordinateurs télémécaniques, puis des ordinateurs SEMS, donc les ancêtres de Bull à Grenoble et Chirol. Donc j'ai vraiment confiance, parce qu'en fait, je connais depuis toujours, donc j'ai un sentiment de confiance. Mais pourquoi on devrait avoir confiance dans la racine de confiance d'Eviden ? Alors c'est une bonne question, une très bonne question. Alors
D'abord parce que une racine de confiance, c'est clairement pas simplement un secure boot ou une signature firmware. C'est tout un environnement de process qui donne cette confiance. En tant que client, à certains clients, on a présenté ce qui avait été fait au niveau justement de la cryptographie, au niveau des cérémonies des clés qui ont présidé à la création des clés cryptographiques de cette racine de confiance, pour montrer comment elles étaient créées, où elles étaient créées. Elles ont été créées notamment dans un HSM, donc un Hardware Security Module fabriqué par nous, qui est certifié par l'ANSI. Donc c'est le seul HSM qui est certifié par l'ANSI. Et cet équipement, il a permis de générer les clés qui sont utilisées maintenant. Donc ces clés publiques, bien sûr, on peut les partager. Les clés privées correspondantes, elles ont été protégées dans l'équipement, et puis on a mis en place ce qu'on appelle des schémas, seuils, ce genre de choses, pour garantir que leur sauvegarde n'est pas récupérable par une seule personne. Donc on garantit comme ça un certain nombre de caractéristiques de sécurité sur ces éléments cryptographiques qui sont liés à le savoir-faire, c'est vrai, d'Eviden dans le domaine des HSM. C'est quelque chose qu'on a du coup utilisé pour cette racine de confiance. Et puis on a mis en place un certain nombre de processus qui nous permettent sur l'intégralité de la chaîne de développement, de vérifier les firmware, de vérifier les signatures de firmware à la fin, de s'assurer que ces clés qui servent à signer les firmware, elles sont pas accessibles à n'importe qui. Une anecdote amusante, c'est que si je parlais d'OpenBMC tout à l'heure, OpenBMC, le Secure Boot est natif si vous allez sur le Git d'OpenBMC, vous pouvez compiler OpenBMC, vous pouvez activer le Secure Boot, et on vous recommande de changer la clé. Alors déjà, il y a un certain nombre de fabricants qui peuvent oublier de changer la clé. Donc dans ce cas, la clé est sur le Git public. Donc n'importe qui peut faire une signature et ça va être vérifié. Et vous allez avoir votre bête chaîne de Secure Boot qui va apparaître. Les opérateurs sérieux vont changer la clé. Mais mettre la clé dans un HSM, c'est autre chose que juste changer la clé. Contrôler la fonction de signature du firmware final, c'est autre chose que mettre la clé dans le HSM. Il y a tout un ensemble d'étapes qui doivent garantir que on sait qui a signé, on sait quand, on sait quoi. Et c'est pas simplement parce que vous accédez au système de développement d'Eviden que vous êtes capable de faire un firmware au final qui va être accepté dans la plateforme. Ce sont ces éléments-là qui constituent en fait l'ensemble de la confiance. C'est pas juste d'avoir une clé cryptographique dans la plateforme. Et alors, quand on parle de souveraineté, pourquoi ces chaînes de confiance sont primordiales, et quels sont les acteurs européens dans ce domaine? Alors, les acteurs européens dans le domaine de la souveraineté ou dans le domaine de la souveraineté IT? Dans le domaine de la souveraineté liée aux chaînes de confiance. Alors, en gros, est-ce que Eviden est tout seul ou est-ce qu'il y en a un autre? Alors en tant que dernier fabricant européen effectivement de serveurs d'entreprise et de supercalculateurs, on est un peu les garants de la souveraineté d'un certain nombre d'acteurs en France et en Europe, parce qu'effectivement on est les seuls à savoir encore fabriquer ce type de serveur. Et comme je le disais, fabriquer ces serveurs, ça mettre des fonctions de souveraineté dans ces serveurs, même si on ne fabrique pas encore nos CPU, même si encore une fois il y a une initiative européenne dans le domaine, donc on est agnostique sur les CPU, et on fera aussi des supercalculateurs avec les processeurs européens quand ils seront disponibles.
honnêtement et objectivement, on n'a pas beaucoup de concurrence sur ce créneau-là, en tout cas. Et on a plutôt des acteurs de la souveraineté intéressés à nous acquérir, on va dire ça, ou à utiliser nos fonctions. Donc c'est quelque chose qui, à mon avis, reste assez unique en Europe, cette capacité à intégrer dans des équipements de calcul, hein, que depuis le edge jusqu'au cloud, c'était le titre de ma présentation à César. C'est quelque chose qui est assez unique, et le fait que cette racine de confiance, on l'ait implantée un peu de la même façon sur toute cette chaîne, ça donne aussi des possibilités d'avoir des infrastructures qui se reconnaissent et qui atteignent un niveau de souveraineté. Et alors dans l'environnement de confiance qu'on a grâce à cette racine de confiance, qu'est-ce qui tourne dedans ? Alors, on a fait le choix d'un partenaire qui s'appelle Proven Run, que certains d'entre vous peuvent connaître. Proven Run, c'est une PME française qui a développé un OS qui s'appelle Proven Core, qui présente la particularité d'avoir été certifié par l'ANSSI sur un environnement de carte Java de mémoire à un niveau au niveau le plus élevé, en fait au niveau EAL7, c'est-à-dire un niveau de sécurité prouvé. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un niveau de sécurité prouvé ? C'est un système d'exploitation, donc un microsystème d'exploitation qui va avoir des propriétés de sécurité. Et ces propriétés de sécurité sont prouvées mathématiquement dans les hypothèses, bien sûr, de son implémentation, mais quelles que soient les entrées qu'on lui applique. Donc ce niveau de sécurité un peu ultime, c'est celui qui vous garantit que vous pouvez faire tous les fuzzing que vous voulez sur toutes les interfaces du système d'exploitation en question. Tant que vous changez pas son implantation matérielle, tant que ces fonctions de sécurité matérielle sur lesquelles il s'appuie sont valables, eh ben vous ne trouverez pas de faille, parce que c'est une preuve mathématique qui a permis d'atteindre les propriétés. Alors évidemment, nous on a changé. On fait pas tourner cet OS sur une carte à puce. Donc ces hypothèses-là font que dans notre environnement, il n'est pas certifié, mais évidemment, il emploie tout ce qui a été prouvé pour être une vraie fonction de confiance pour développer des fonctions de sécurité supplémentaires. À ce jour, ce que Proven Core nous a permis d'implanter, c'est essentiellement la fonction de vérification des signatures firmware, qui est donc dans la Trusted Zone, qui est dans la partie de confiance du CPU, qui est réalisée par cet OS renforcé. Et bien sûr, ce qu'on veut développer par la suite, c'est tout un tas d'autres fonctions de confiance qu'on peut rajouter dans cet environnement de confiance pour rajouter d'autres fonctions de sécurité, rajouter de la surveillance, rajouter de la détection, tout en maintenant le cœur de sécurité de Proven Core. Alors, Florent, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin ? Le mot de la fin, je dirais que tout ce que je vous ai décrit, quelque part, c'est quelque chose qu'on a décidé de faire parce qu'on y croyait, et un petit peu en pensant que ça serait utile à un certain nombre d'acteurs. Quelque part, il va falloir que cet essai se transforme et que les acteurs en question identifient que ces fonctions de souveraineté, ces fonctions de sécurité et de racines de confiance souveraines, c'est effectivement quelque chose dont ils ont absolument besoin, en tout cas dans certaines infrastructures. J'espère que ce podcast aura servi aussi à évangéliser sur ce sujet. Bon, eh bien, le message est passé. Merci beaucoup Florent d'avoir accepté notre invitation. Merci Jamila, merci Hervé.
Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.